Éric Marty, toujours sur le matérialisme de la lettre. Oui, donc chez Lacan, en effet, il y a une insistance très forte sur la dimension matérielle du langage, de la lettre, de la parole. Est-ce que pour autant peut-on induire de cela un matérialisme? Est-ce que parce que Lacan insiste presque à chaque ligne sur la dimension matérielle de la chaîne signifiante, de la parole humaine, est-ce qu'on doit déduire de cela un matérialisme? Et je crois que c'est une question qu'il faut poser parce que ça ne va pas de soi, à mon sens, de déduire de l'un à l'autre. Après tout, ces contemporains parlent aussi beaucoup de la dimension matérielle du langage, que ce soit Derrida, Barthes et tant d'autres. Et la question de déduire de cela une philosophie ne me paraît pas évidente. Il y a une phrase de Lacan qui m'a beaucoup frappé, c'est celle-là suivante, c'est dans Propos sur la causalité psychique. Faute donc de pouvoir, comme Deucalion, avec des pierres faire des hommes, gardons-nous de transformer les mots en pierre. Gardons-nous de transformer les mots en pierre, ça veut dire en fait de quelle matière est la structure. Et je crois que la réponse n'est pas simple. Il y a beaucoup de propos de Lacan qui pourraient d'ailleurs apparaître complètement antimatérialistes. Dans ce même texte, Propos sur la causalité psychique, il défend une lecture totalement hegelienne de la folie, où il fait de la folie l'essence de l'homme, il parle de l'essence de l'homme, il parle de vérité, tout un langage qui est absolument antimatérialiste. Deuxième raison qui me gêne par rapport à la notion de matérialisme, c'est par exemple la réaction qu'il a par rapport à Lévi-Strauss. Lacan ironise beaucoup sur les reculades de Lévi-Strauss par rapport à la dimension dominante du langage. Lévi-Strauss, en effet, selon Lacan, craint que, du coup, la transcendance revienne au galop. C'est-à-dire, dès lors qu'on met le langage comme en position de domination, il va de soi que cette position dominante du langage, c'est le risque de faire revenir la transcendance, puisque le langage nous précède. Le langage, c'est pour Lacan la place de l'autre, avec un grand A, place vide, place donc qui laisse la possibilité à la transcendance de revenir, donc une postulation tout à fait antimatérialiste. D'où ces reculades de Lévi-Strauss sur lesquelles Lacan ironise, qui va renoncer à l'opposition à la culture, qui va lui-même d'ailleurs sur la psychanalyse avoir des propos tout à fait conservateurs, pour dire au fond finalement la dimension chimique du soin est tout à fait essentielle. Enfin bon. Troisième point, c'est Deleuze. Deleuze, discours anti-lacanien, qu'est-ce qu'il reproche à Lacan? C'est justement de ne pas être assez dans l'immanence qui est son propre terrain, et en effet la place accordée non seulement au langage, mais à un symbolisme très puissant, la fonction du phallus, etc. Eh bien, tout cela va en quelque sorte contre l'immanence, qui est en fait le véritable terrain d'un matérialisme assumé. Voilà. Donc, on peut tout à fait, me semble-t-il, poser que la lettre est matérielle. On peut poser que le signifiant agit en effet sur le corps dans une efficacité matérielle de la lettre et du signifiant, sans pour autant déduire de cela forcément une pensée matérialiste qui est tout autre chose. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est pourquoi quand même la question se pose, parce qu'elle se pose en même temps. À savoir que le matérialisme a été un mot, un signifiant très puissant pour les années 60, 70, 80, et a joué un rôle. Dans cette attraction du mot matérialisme, Louis Althusser, évidemment, a joué un rôle, pas seulement, mais le marxisme, de manière générale, a joué un rôle. Et on peut dire qu'au fond, peut-être, à ce moment-là, on pourrait répondre à la question qui est posée en disant « Oui, le structuralisme lacanien a été une tentative pour sauver le matérialisme de sa déchéance qui était celle de l'époque, à savoir la déchéance stalinienne, le positivisme le plus plat. Et par exemple, Althusser lit Lacan, s'intéresse à Lacan contre le Parti communiste, contre la vision précisément biologisante, behavioriste, pavlovienne, qu'à ce moment-là, je dirais, le matérialisme positiviste marxiste développe. Mais, vous voyez, c'est complètement autre chose de penser que le structuralisme est utilisé en quelque sorte pour sauver le matérialisme de sa bêtise au fond et de sa nécrose, de sa pétrification stalinienne, et de dire que le lacanisme est un matérialiste.
est un matérialisme. Et d'ailleurs, le lien entre structuralisme et matérialisme n'est pas un lien non plus complètement évident. Par exemple, Althusser dit, voilà, Freud est un grand matérialiste. La preuve, c'est qu'après Copernic, qui décentre la Terre de sa position centrale, après Darwin, vous connaissez la série, qui fait que l'homme n'est plus au centre de la création, et bien voilà, Freud décentre la conscience et opère un troisième décentrement. Mais est-ce que c'est matérialiste de faire cela? Est-ce qu'au fond, décentrer l'homme, c'est pas non plus, une fois de plus, laisser la place précisément à une transcendance possible? Si on fait de l'homme un sujet qui est décentré, peut-on pour autant en faire une lecture matérialiste radicale? Ne peut-on pas voir là-dedans, après tout, un mystique est tout à fait dans la position, ou un chrétien, de décentrer aussi la conscience d'une place centrale chez le sujet? Donc, la manière dont les années 60 et 70 ont abordé la question du matérialisme me paraît une question très déterminée par des conflits idéologiques, théoriques très puissants, notamment le marxisme et précisément le stalinisme et le positivisme stalinien, et donc une tentative au fond de sauver le marxisme et le matérialisme marxiste de cette déviation, de cette déviation et de cette dégénérescence par une lecture structurale du matérialisme. C'est ça qui m'apparaît comme le grand enjeu au fond du lacanisme pour beaucoup de lecteurs de Lacan à l'époque. Et pour des gens comme Jacques-Alain Miller, qui étaient engagés, par exemple, dans un militantisme marxiste d'extrême gauche, ou pour Althusser, qui, au sein du Parti communiste, tentait de redonner, au fond, au matérialisme une sorte de vérité, une sorte de puissance de subversion. Ça a été, au fond, relire le matérialisme à l'aune du structuralisme. Pour autant, cette relecture est très risquée, elle n'est pas du tout évidente. Elle est d'ailleurs à un moment reniée à la fin par Althusser, qui dira non, je n'étais pas structuraliste, j'étais spinoziste. Enfin bon, il y aura tout un tas de... Toute cette histoire est très compliquée, faite de contradictions, faite de retours en arrière. Moi, il me semble que la question du matérialisme se pose en termes très locaux, très circonstanciels, très conjoncturels, liés donc à ces conflits. Et je dirais, pour terminer, que au fond, ce que retire Althusser de plus fort chez Lacan dans cette dimension matérialiste, c'est la notion de praxis. C'est la praxis analytique elle-même, au sens où le symbolique, la parole, le signifiant, en effet, agit sur le réel en quelque sorte, puisqu'il a fonction de soigner, de guérir, de déplacer les symptômes. Voilà. Dans ces dimensions-là, la praxis analytique peut être lue au travers d'une lecture matérialiste. Pour autant, moi, je ne suis pas certain qu'on puisse accoler au nom de Lacan un mot comme le mot matérialisme. Alors, puisqu'il y a plusieurs Lacans, moi je dirais que mon Lacan a un rapport un peu négatif à la jouissance. Quand il lit Malaise dans la civilisation de Freud, il en tire la conclusion que la jouissance, c'est mal. Parce que la jouissance, finalement, elle comporte le mal du prochain. Alors, la question de la substance est très importante parce qu'elle raccorde cette question, au fond, de la jouissance, du mal et du matérialisme, en quelque sorte. Je crois qu'il y a un autre matérialisme que ceux qu'on a évoqués, que le matérialisme stalinien, positiviste, que le matérialisme structuraliste, c'est ce que Georges Bataille a appelé le bas matérialisme, et qui est la gnose, à savoir, précisément, une fascination perverse pour la matière, qui fait de la matière une puissance, je dirais, inouïe, mais maléfique, une lecture manichéenne de la matière, mais également une lecture où la matière est à la fois basse, abjecte, mais en même temps portée évidemment à un niveau extrêmement élevé, parce que cette matière, par sa négativité, par son abjection, est ce qui humilie en permanence la beauté, le bien, l'idéalisme, l'idéalité. Et
on pourrait dire que, en ce sens, Sade, que Lacan qualifie du plus intelligent des matérialistes, est en effet agnostique, au sens où c'est évidemment le rire gnostique face au beau, au bien, à l'idéal. C'est le rire du non-être face à l'être. C'est le rire de la matière qui écrase de sa puissance et de son abjection de choses, le mot chose étant un terme lacanien, qui écrase donc son abjection justement toute possibilité de beauté, d'idéalisation, de sublime, en la profanant cette beauté et en la réduisant à néant devant justement le fait qu'elle n'est rien. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là encore une fois que je retrouve un Lacan antimatérialiste, c'est que justement, il montre la limite profonde de ce matérialisme de la matière-là, celui de Sade, en disant, eh bien, au fond, dans cette espèce de déification de la matière, hein, c'est natura sive Deus, la nature, finalement, c'est-à-dire Dieu, cette déification de la matière qui s'opère dans la gnose, et notamment dans la gnose sadienne, il y a l'idée que quand c'est mort, c'est encore animé. Et c'est animé de quoi? Du désir de jouissance, justement. Et là est en quelque sorte peut-être pour Lacan l'espèce de limite et d'échec du matérialisme, c'est qu'au fond, il n'arrive pas à intégrer l'idée de mort. Il est toujours dans cette idée que une fois que c'est mort, ça continue à jouir, ça continue à exister, hein, puisque pour un matérialiste, rien ne disparaît jamais, tout se recompose en permanence. Et en ce sens, à cela, eh bien, Lacan va opposer une position antimatérialiste, celle du créationniste, celle d'une pensée de l'Apocalypse, à savoir penser que le monde est créé et le monde peut être détruit. À l'opposé, précisément, du matérialisme qui est dans l'infini, l'interminable, sans commencement ni fin, le procès sans sujet d'Althusser, par exemple, hein, l'idée que le réel et que la matière est une sorte de cercle interminable et sans fin, ça ne peut produire aucune éthique, ça ne peut produire aucune parole, aucune vérité. À cela, Lacan, lui, oppose précisément une pensée anti-matérialiste, donc, je répète, d'un côté, une pensée de la création, que le langage soutient précisément, et une pensée aussi de la fin des temps, une pensée de l'Apocalypse, une pensée de la fin radicale. Donc, il me semble que la jouissance, elle est ce qui est au centre de cette lecture que Lacan peut avoir, cette lecture critique que Lacan peut avoir de ce matérialisme-là qu'est la gnose, par exemple, et dont il fait une lecture très, à mon sens, très, pas critique, parce que Lacan n'est pas un critique, mais en tout cas une lecture dont il se sépare, ou il marque sa séparation totale par rapport à ça. Oui, l'exemple qu'a donné Diana de la maison, là, l'analysant de la maison, ça montre bien que quand il y a un symptôme, il y a forcément de l'autre. C'est vraiment l'exemple typique qui montre que pour qu'il y ait symptôme, il faut qu'il y ait l'autre, c'est-à-dire en effet quelque chose qui est placé dans un autre espace, et que pour qu'il y ait guérison du symptôme, il faut aussi qu'il y ait de l'autre. Je pense que cet exemple est tout à fait frappant. Et d'ailleurs, dans les premiers temps de la psychanalyse, mais même jusqu'à chez Dolto, il y a quand même l'idée de la guérison miraculeuse. Il y a l'idée que le symptôme est guéri sur un mode d'une guérison, je mets bien sûr des guillemets à tout cela, sur le mode de la guérison miraculeuse. Chez Freud, c'est frappant, mais quand on lit les textes de Dolto, qui sont des textes contemporains, il y a cette dimension-là. Là encore, il me semble-t-il, ça va dans ce sens-là. Alors, ce qui me frappe beaucoup, moi, qui ne suis pas analyste, c'est une certaine évolution de la notion de symptôme, notamment, par exemple, dans la prolifération inouïe de la nomenclature des symptômes, où le sujet humain, maintenant, est entièrement cartographié en termes de symptômes. Alors ça, il me semble que c'est dans une lecture immanentiste du symptôme, mais que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Il me semble qu'une lecture plus unifiante de la question du symptôme, et donc qui poserait cette question de l'autre, me semblerait plus
juste. De fait, l'analyse est dans un rapport aujourd'hui un peu compliqué, un peu ambigu par rapport aux symptômes. Alors le symptôme, la question du compromis névrotique par rapport aux symptômes, est-ce que le névrosé finalement accepte son symptôme, mêlant jouissance et souffrance en même temps, et la position de son compromis, du compromis névrotique, est celle d'une forme d'acceptation où le symptôme apparaît au fond comme ce qui est dû finalement au fait que la jouissance est une contrainte. Donc le symptôme, c'est ce qui protégerait de cette contrainte qui est la jouissance, et aurait un rôle alors protecteur qui finalement permet au sujet de vivre avec comme ce symptôme qui le protège de quelque chose de bien pire. La question, c'est au fond, est-ce que le sujet peut accéder à un moment ou à un autre à toute la vérité de son symptôme? C'est une question que je pose, enfin que je ne crois pas, je réponds je n'y crois pas, mais je la pose tout de même. Quoi qu'il en soit, il me semble que réellement, et je reviens à mon point de départ, réellement, le symptôme est précisément, dans l'analyse, ce qui marque le mieux, au fond, la question de l'autre.